Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a laissé des empreintes profondes dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Au cours des 6 premiers mois, la qualité des flux de capitaux d'investissement vers le Vietnam a fortement augmenté grâce à une sélection rigoureuse. Participant au camp d'été du Vietnam 2024, les jeunes Vietnamiens d'outre-mer comprennent mieux l'histoire nationale et se sentent plus fiers de leur origine. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. En tant que chef du parti depuis le début du 11e exercice jusqu'à aujourd'hui, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng et le comité central du parti se sont toujours concentrés sur le travail de construction et de rectification du parti, ainsi que sur la construction d'un système politique sain et puissant. Un accent particulier a été mis sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Les orientations drastiques et les résultats obtenus dans cette lutte sont hautement appréciés par la population nationale et la communauté internationale. Le secrétaire général a laissé une empreinte profonde dans la lutte contre les ennemis internes. En février 2013, le comité directeur central pour la lutte contre la corruption, relevant du Politburo et dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trọng, a été lancé. Au cours des 10 dernières années, le leader du PCV a toujours fait preuve de sa ronde détermination et de sa persistance dans cette lutte. C'est un travail très difficile. La lutte anticorruption doit être très étroitement organisée. Il faut calculer chaque étape de manière méthodique, sinon ce sera un échec. Les résultats obtenus dans cette lutte démontrent le courage, l'esprit, la méthode de travail de la direction du parti, notamment du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Son idéologie est bien claire, c'est qu'il n'y a pas de zone restreinte, ni d'exception. Toutes les violations doivent être mises devant la lumière. Cet esprit rend le travail anticorruption efficace. Les instructions drastiques du leader du parti ont été transformées en actions et ont donné à des résultats concrets. En 2022, l'indice de perception de la corruption CPI, évalué par l'organisation Transparence Internationale, a augmenté de 46 places par rapport à 10 ans avant. Sa campagne anticorruption a obtenu des résultats significatifs. Cela se voit clairement à travers le développement rapide et stable du Vietnam, la croissance du PIB et le revenu de la population. Je l'ai dit à maintes reprises, le travail anticorruption est un combat de longue haleine, sans arrêt. Nous devons véritablement purifier l'appareil du parti, de l'État, tout notre système politique et assainir notre équipe. C'est le facteur décisif. Même vous me détestez, je continuerai à le dire. Parce que c'est une cause commune et les membres du parti doivent servir d'exemple. Sans aucune tolérance dans la lutte contre la corruption, mais le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a toujours rappelé que l'objectif principal de cette lutte était de rectifier le parti, de construire un système politique de plus en plus propre et stable et de renforcer la confiance du peuple. Ce n'est pas du tout de discipliner, de sanctionner ou de poursuivre le plus de personnes que possible. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a laissé un héritage de confiance envers le parti et le régime. Le président Tholum a rencontré ce mardi le comité de liaison des vétérans de la division parachute commando 305. Lors de la rencontre, le chef de l'État et les délégués ont observé une minute de silence pour commémorer le secrétaire général Nguyen Phu Trọng.
Créée le 30 août 1954, la division 305 a remporté de nombreuses victoires importantes, contribuant de façon importante à la libération et à la réunification nationale dans le passé, ainsi qu'à la sauvegarde de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays aujourd'hui. Soulignant que la nation est toujours confrontée à de nombreuses difficultés et défis, le président Tolum a exprimé son espoir que les vétérans de la division continueront d'être exemplaires envers leurs familles et leurs proches et participeront activement à la construction d'une base politique locale stable et forte et une patrie riche et belle. À l'occasion de la 77e journée des invalides de guerre et des héros morts pour la patrie le 27 juillet, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé aujourd'hui à une conférence à Hanoï pour rendre hommage aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution. Avant la conférence, le chef du gouvernement et plus de 400 délégués ont observé une minute de silence à la mémoire des héros morts pour la patrie et du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, qui a consacré sa vie au pays et au peuple. Soulignant la tradition, quand on boit de l'eau, on se souvient de la source. Le Premier ministre a lancé un appel à vivre de manière digne de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et le peuple. Cet événement a également présenté au public la création de la banque de gènes ADN des martyrs dont les informations et les proches n'ont pas encore été identifiés. À présent, l'expertise ADN a permis l'identification de 1000 restes de martyrs. Toujours à l'occasion de la 77e journée des Invalides et des héros morts pour la patrie, la vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân, à la tête d'une délégation, a déposé une gerbe de fleurs et offert de l'encens en mémoire des martyrs au cimetière de Hàng Đường, dans le district de Côn Đảo, province de Bà Rịa Vũng Tàu, au sud. Ils ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs qui se sont sacrifiés pour la libération et la réunification nationale. Après la visite au cimetière Hàng Dương, la délégation est allée offrir de l'encens au temple de Côn Đảo. La vice-présidente a remis des cadeaux à 76 bénéficiaires de politique sociale, des personnes ayant rendu des services méritoires à la patrie et à d'anciens prisonniers politiques résidant à Côn Đảo. Ce matin, le comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni pour décider de la prépartition et de la fusion des unités administratives pour la période 2023-2025 dans les provinces de Nam Định, Sóc Trăng et Tuyên Quang. Les 3 résolutions en ce sens entreront en vigueur le 1er septembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a demandé de concentrer les efforts afin de créer un consensus entre les responsables, les membres du parti et la population dans les districts et communes concernés par la politique de répartition et de fusion administrative. Ce matin également, le comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné l'ajout du projet de loi sur les données et du projet de loi amendé sur les officiers de l'armée populaire vietnamienne dans le programme d'élaboration des lois et ordonnances de 2024. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des 6 premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré près de 15,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une augmentation de plus de 13% par rapport à la même période de l'année dernière. Les capitaux d'IDE nouvellement enregistrés ont atteint plus de 9,5 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 47%. La qualité des flux de capitaux d'investissement vers le Vietnam a fortement augmenté grâce à une sélection rigoureuse. Ce sont 2 hôtels et immeubles d'appartements de luxe que ce groupe japonais a investi à Haiphong au cours de ces dernières années pour une valeur de 80 millions de dollars. Cette année, il a investi dans 2 immeubles haut de gamme pour un capital total de 110 millions de dollars.
Nous continuons d'injecter des capitaux, car les résultats commerciaux sont très positifs. Le taux d'occupation des appartements de luxe est de 90%. Nous investirons 100 millions de dollars pour construire un autre bâtiment. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le capital d'IDE réalisé a été estimé à 10,84 milliards de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé de capital réalisé au cours de la même période au cours des 5 dernières années. Des capitaux de haute qualité affluent non seulement vers l'immobilier haut de gamme, mais également vers les semi-conducteurs, l'électronique et l'énergie. Ce résultat est dû au fait que les localités construisent des infrastructures favorables pour attirer les investisseurs. Haiphong a rassemblé de nombreux investisseurs dans le top 500 des principales entreprises mondiales dans des domaines tels que l'industrie de haute technologie, l'industrie verte et les énergies renouvelables. Selon Standard Chartered, le Vietnam se situe dans le groupe leader en termes de taux de croissance en 2024, avec une augmentation de plus de 6% contre 5% dans les pays asiatiques. L'attrait du Vietnam pour les investissements directs étrangers est impressionnant. Le Vietnam est une économie très ouverte sur les pays du monde entier, attirant des flux de capitaux de haute qualité. La confiance est donc le facteur clé. Nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans l'évaluation de la qualité des investissements à travers un ensemble d'indicateurs. Nous apprécions le travail visant à attirer les investissements étrangers au Vietnam. La confiance des investisseurs est positive. Le ministère du Plan et de l'Investissement s'attend à ce que l'attraction des IDE pour toute l'année 2024 puisse atteindre 40 milliards de dollars. Les ressources humaines dans de nombreuses communes et districts éloignés n'ont pas été formées aux technologies de l'information. C'est l'une des plus grandes difficultés dans la mise en œuvre de la transformation numérique dans les zones rurales. Dans ce contexte, le modèle du groupe communautaire de technologie numérique est né. Les premiers résultats sont palpables. Le groupe communautaire de technologie numérique du village de Thap Thượng compte 7 membres. En plus des membres du syndicat de jeunesse qui se rendent dans chaque maison, le groupe dispose de ressources humaines particulières. Les personnes âgées continuent à nous rejoindre dans le travail de communication. L'équipe recrute des membres âgés et de jeunes enfants pour qu'ils soient bien formés aux technologies de l'information. La transformation numérique est un domaine nouveau, avec beaucoup de contenu et nécessitant une compréhension approfondie et une maîtrise de l'application des technologies. Le nombre d'employés chargés des technologies de l'information reste limité. C'est le travail commun du village. Je suis donc prêt à y participer. Je suis un spécialiste des technologies de l'information. Je devrais donc créer du contenu sur la façon d'utiliser des équipements tels que les caméras de surveillance ou les lampes solaires. Lorsque les gens comprennent la valeur de la transformation numérique, ils deviennent non seulement des citoyens numériques, mais ils contribuent également au processus de transformation numérique locale. Après avoir constaté que la vie numérique est plus pratique, nous avons activement contribué à des mouvements communautaires tels que l'installation de caméras de surveillance et de lampes solaires. Dans le village de Thap Thượng, les habitants ont installé plus de 100 caméras connectées au système de surveillance de la commune pour assurer la sécurité et l'ordre, contribuant ainsi à la transformation numérique locale. Les gens ont également contribué des centaines de millions de dons pour installer des systèmes d'éclairage solaire et du Wi-Fi public. Les 4 villages de la commune Song Phượng répondent tous aux critères des villages intelligents. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
La deuxième tempête de l'année a frappé ce matin plusieurs localités du nord, provoquant de nombreux dégâts matériels. Dans la province de Quảng Ninh, des vents forts de niveau 7 à 8 accompagnent de rafales et de pluies torrentielles ont arraché 50 arbres. Dans le district insulaire de Cô Tô, un bateau de pêche et un canot de grande vitesse ont coulé. Jusqu'à côté de Quảng Ninh, la ville portuaire de Hải Phòng a également été touchée par les fortes pluies. Plus de 4000 touristes ont été bloqués sur l'île de Cát Bà. Dans la capitale, les pluies se sont abattues toute la journée de mardi, perturbant la circulation dans les rues. Selon les prévisions, de fortes pluies devraient persister jusqu'à mercredi. À Thanh Hóa et Nghệ An, les précipitations dépasseront 250 mm. Les risques de glissement de terrain et de crues soudaines sont imminents. Plus de 60 ans après le premier épandage de cet herbicide massivement utilisé par l'armée américaine durant la guerre, de nombreux Vietnamiens continuent de souffrir de ses effets. Selon l'Association des victimes vietnamiennes de l'agent orange, le pays compte plus de 4,8 millions de personnes directement exposées aux défoliants, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. Au fil des années, de nombreux anciens combattants ont défendu les qualités de soldats de l'oncle Ho en soutenant leurs camarades et leurs descendants victimes de l'agent orange à surmonter les difficultés causées par cet agent chimique. De retour du champ de bataille de Quang Tri, le vétéran Nguyen Kim Dik ne savait pas qu'il avait été exposé à l'agent orange. Ce n'est que lorsque sa première fille est devenue handicapée qu'il a compris la douleur persistante causée par l'agent orange. Cependant, il a également décidé de ne pas être pessimiste. Je me considère comme extrêmement chanceux. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers et j'essaierai toujours de faire face au destin. Dick a appris à sa fille à coudre. Ses camarades et coéquipiers l'aidaient parfois à entrer en contact avec les clients. Ils ont géré les procédures juridiques et ont aidé sa fille à ouvrir cette boutique de vêtements. Nous les avons aidés à trouver un emploi. Nous avons construit des maisons de charité, des centres d'examen et de traitements médicaux et de désintoxication. Nous construisons également des centres de protection sociale pour ceux qui en ont besoin. Le parti et l'État accordent toujours une attention particulière aux victimes de l'agent orange. L'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange, composée principalement d'anciens combattants, a collecté des millions de dollars au fil des ans pour aider les anciens combattants et leurs familles à surmonter les difficultés causées par l'agent orange. Les victimes de l'agent orange ont toujours besoin d'aide. Les soldats d'Oncle Ho sont toujours prêts à surmonter des situations difficiles et à se soutenir mutuellement. Jeune volontaire pendant la guerre, Thu elle-même est tombée malade à cause d'une infection par l'agent orange. L'année dernière, elle a reçu cette maison de charité de la part de ses coéquipières et bienfaiteurs. Même si la vie est encore difficile, l'esprit de camaraderie des soldats d'Oncle Ho est resté fort au fil des années. L'histoire est l'un des facteurs importants qui relient les générations vietnamiennes tant au pays qu'à l'étranger, à leurs racines et à leur patrie. Pour les jeunes Vietnamiens d'outre-mer, l'étude de l'histoire leur insuffle également un profond amour et une grande fierté pour la nation. Et dans le reportage suivant, découvrons l'histoire du pays avec de jeunes Vietnamiens d'outre-mer au camp d'été du Vietnam 2024. Née à Nghệ An et vivant en Hongrie depuis 9 ans, cette jeune fille était ravie de visiter pour la première fois la ville natale du président Ho Chi Minh pour en apprendre davantage sur sa vie. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que la mère d'Oncle Ho est décédée alors qu'il était jeune et qu'il a grandi dans des circonstances difficiles. En tant que Vietnamienne originaire de la même ville natale que le président Ho Chi Minh, je suis fière. J'étais émue de lui rendre hommage et c'est certainement un souvenir inoubliable. Pour de nombreux jeunes Vietnamiens d'outre-mer,
Le camp d'été de cette année est la première fois qu'ils découvrent les histoires, les personnages, ainsi que les origines historiques de leur pays. Avant mon retour au Vietnam, je me suis plongé dans des histoires et des poèmes pour renouer avec ma patrie. Ce voyage a approfondi ma compréhension du Vietnam et de mes racines. En tant que Vietnamien vivant à l'étranger, j'ai hâte de me plonger dans la riche histoire du Vietnam, que je pense que chaque Vietnamien devrait comprendre et apprécier. Pendant le camp d'été, les jeunes Vietnamiens d'outre-mer ont rendu visite à des mères vietnamiennes héroïques et leur ont rendu hommage au cimetière des martyrs. Ces expériences ont approfondi la compréhension des réalités de la guerre et des efforts visant à construire, préserver et développer le pays. Je suis très touché. Je n'ai offert de l'encens que dans les cimetières de Nha Trang et de Hai Duong, les villes natales de mes parents. Je n'ai jamais vu autant de tombes de martyrs comme ici. C'est une expérience précieuse pour moi d'apprécier leur contribution à la paix de la nation. C'est la première fois que je viens dans ce cimetière. J'ai vu un certain nombre de tombes de martyrs de la même ville natale que mes grands-parents. Mes grands-parents étaient également des soldats et des infirmiers qui ont participé à la résistance. Je pense que tout le monde devrait apprécier les sacrifices des martyrs. Ils se sont battus pour le peuple et la paix du pays. Le retour au pays et la découverte de son histoire remplissent les jeunes Vietnamiens d'outre-mer de fierté, d'émotion et de respect. Ces expériences renforcent leur amour et leur attachement à leur patrie. Le zéro déchet et le minimalisme prennent de plus en plus d'ampleur au Vietnam. Les jeunes, les plus sensibilisés à ces nouveaux concepts de vie, s'approprient rapidement de nouvelles habitudes écologiques. Ils ont contribué à non seulement protéger l'environnement à travers des actions précises, mais aussi à sensibiliser les autres au mode de vie vert. Rencontrons quelques-uns de ces jeunes pionniers. Les matériaux verts et recyclés prennent de l'ampleur au Vietnam, portés par la passion de jeunes qui désirent contribuer à une société durable et respectueuse de l'environnement. Conscients des répercussions des déchets plastiques, de nombreux influenceurs ont pris l'initiative de défendre le mouvement en faveur d'un mode de vie écologique. Giang Ơi est une chaîne YouTube avec 1,65 million d'abonnés. Châu Bùi, une fashionista renommée, compte quant à elle 3,7 millions d'abonnés sur Instagram. Tous deux sont réputés pour offrir des conseils très pratiques en matière du mouvement zéro déchet, notamment les stratégies visant à minimiser la consommation de plastique au quotidien. Les sacs fourre-tout comme celui-ci sont largement disponibles et faciles à transporter. Ils peuvent tout contenir. Après les avoir utilisés, vous pouvez les laver et les réutiliser. Si tout le monde fait de même, nous pouvons réduire l'utilisation de milliers de sacs en plastique. J'ai commencé à réduire mon utilisation de l'éclairage électrique et de la climatisation. J'emporte mon déjeuner au travail dans une boîte et je bois dans mes propres verres pour éviter d'utiliser des plastiques à usage unique. De nombreux jeunes Vietnamiens défendent des modes de vie écologiques en introduisant des approches innovantes dans la fabrication de biens et en adoptant des produits respectueux de l'environnement. Nguyễn Hoàng Thảo est un jeune pionnier du mode de vie écologique au Vietnam. En 2016, Hoàng Thảo a adopté avec ferveur un mode de vie écologique, plaidant pour une utilisation réduite des sacs en plastique et encourageant les autres à les rejeter complètement. Sa page Facebook nommée « Dites non aux sacs en plastique » a rassemblé plus de 100 000 abonnés, incitant de nombreuses personnes à rejoindre sa cause. Thảo est également la fondatrice de Consommation Verte, une organisation qui compte près de 80 000 membres. Son objectif est d'encourager la communauté à consommer des produits d'entreprises respectueuses de l'environnement. Il y a eu un événement qui m'a fait réaliser à quel point les plastiques sont nocifs pour notre cadre de vie. J'ai visité une zone proche du complexe de traitement des déchets de Nam Son, qui était pleine de déchets.
j'ai réalisé que j'avais contribué à cette quantité de déchets. Ensuite, je me suis demandé comment réduire mes déchets et inciter les gens autour de moi à faire la même chose. Et c'est la motivation derrière mon histoire. Pour adopter le mode de vie zéro déchet, Hoàng Thảo a également lancé l'un des premiers magasins zéro déchet de Hanoï. Ici, les articles du quotidien, comme les brosses à dents, les tasses et les sacs, sont tous fabriqués à partir de matériaux recyclés ou respectueux de l'environnement. J'ai trouvé cette boutique grâce aux recommandations de Facebook, j'ai donc décidé de venir ici pour acheter des produits écologiques. J'ai acheté du shampoing parce que d'autres shampoings contiennent de nombreux produits chimiques et sont emballés dans du plastique, ils ne sont donc pas respectueux de l'environnement. J'étais déterminée à créer mon propre magasin zéro déchet depuis que j'ai remarqué que les gens commençaient à se soucier de notre environnement. De plus en plus de personnes souhaitent utiliser des produits respectueux de l'environnement, mais elles doivent généralement se rendre dans de nombreux endroits pour différentes choses. Nous leur proposons donc un guichet unique avec plus d'options et leur faisons découvrir davantage de produits. J'espère que les gens trouveront le mode de vie zéro déchet agréable et adaptable. Même s'ils travaillent dans des domaines différents, Hoàng Thảo, Giang et Châu Bùi ont tous un esprit commun, ne rien gaspiller. De plus en plus de jeunes Vietnamiens adoptent un tel mode de vie en optant pour des produits respectueux de l'environnement, en utilisant moins de plastique et en encourageant l'esprit écologique au sein de la communauté. Il existe de nombreux conseils que vous pouvez suivre pour adopter un mode de vie zéro déchet. Je crois que rien n'est bon pour l'environnement s'il ne sert qu'à un seul usage. Même si vous utilisez des sacs en papier à usage unique, vous avez toujours besoin d'eau et d'électricité pour les recycler. Donc, si nous pouvons changer notre mode de vie pour limiter les produits à usage unique, alors pour moi, c'est un mode de vie vert et une façon de montrer notre respect et notre responsabilité envers l'environnement. De simples gestes quotidiens peuvent servir de puissants catalyseurs pour le bien de l'environnement. Il est encourageant de voir l'adoption des modes de vie écologiques parmi les jeunes et dans l'ensemble de la société. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.